Bonjour à tous, c'est Effervescience, le magazine du CNRS Images et de Synapse Télévision. Et aujourd'hui, notre invité, c'est vous, Françoise Combe. Vous êtes astronome à cet observatoire de Paris où nous sommes, ici, avenue d'Enfer-Rochereau. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. On peut dire que vous êtes spécialiste de la matière noire. Vous dirigez le programme Galaxie du CNRS et vous êtes spécialisé dans la dynamique des galaxies. Et on peut dire que vous avez découvert de nombreux phénomènes qui expliquent la formation et l'évolution des galaxies. Alors je veux d'abord qu'on dise un mot de cet endroit absolument étonnant où nous sommes. D'abord, moi, je vais dire qu'on est dans un spectacle, en face d'un spectacle magnifique, puisqu'on est à Paris 360 degrés, on est très haut. Vous venez là souvent avec votre lunette là, pour observer les étoiles? Pas beaucoup moi-même, mais en fait des astronomes amateurs et des étudiants viennent. Alors il faut dire qu'ici ça a été construit dans la deuxième partie du 19e siècle et que cet endroit, cet observatoire fonctionnait pour des savants dans la deuxième partie du 19e siècle, qu'aujourd'hui on a fait des observatoires infiniment plus complexes, mais que ça sert encore pour des thésards et pour des étudiants. Alors il vous arrive d'accompagner éventuellement des étudiants? Oui, en fait à l'époque c'était même la plus grande lunette au monde et la plus grande coupole. Donc on peut dire qu'elle a eu son heure de gloire. Bon, évidemment aujourd'hui on n'observe plus du tout ici. On observe au Chili, on observe à Hawaï, on observe dans des lieux où le ciel est beaucoup plus pur, évidemment, et non pollué. Mais c'est vrai qu'il y a des étudiants qui viennent ici et des astronomes amateurs lorsque à Paris, le ciel est beau. Alors Françoise Combe, 13 milliards d'années, voilà ce qu'on dit aujourd'hui pour l'origine de notre Terre, l'origine de notre galaxie. Il y a quelques années seulement, on disait infiniment moins. C'est un peu comme si chaque fois qu'on progresse sur le plan scientifique, on augmente le délai d'existence de notre univers. Est-ce qu'on risque de l'augmenter encore? Oui, en fait, non. Là, je pense que maintenant, c'est stabilisé. Voilà. Là, on a vraiment 10% de précision sur l'âge de l'univers et sur les grandes constantes cosmologiques. Autrefois, on avait surtout de grandes barres d'erreur. Donc, certains étaient favorables pour une petite âge de l'univers, un grand âge de l'univers, mais c'était très fluctuant, au moins d'un facteur 2 ou plus. Et aujourd'hui, au contraire, tout le monde, il y a un consensus dans la communauté. Et les instruments qui sont le satellite WMAP, qui a mesuré le rayonnement fossile du Big Bang, a montré ces paramètres avec une grande précision. Donc là, j'ai même 13,7 milliards d'années depuis le Big Bang. Alors, 13,7 milliards d'années, qu'est-ce qui se passait il y a 13,7 milliards d'années? Donc, alors vous avez parlé du Big Bang. Expliquez-nous un tout petit peu ce qu'il en est de ce Big Bang, c'est-à-dire au fond ce moment où il y a eu une expansion formidable des galaxies et au fond un jet presque des galaxies dans l'univers. Oui, en fait, l'expansion a été découverte par Hubble au début du XXe siècle. On l'appelle donc expansion de Hubble. Et s'est aperçu que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres avec une vitesse proportionnelle à leur distance. C'est comme un pudding qui gonfle dans le four. Et donc, tous les objets s'éloignent les uns des autres, mais ils n'ont pas vraiment de vitesse propre. C'est juste la géométrie de l'espace qui augmente et qui rentre en inflation. Et depuis le Big Bang, ce n'est pas vraiment un jet ou une explosion, simplement le début de l'expansion, qui est le démarrage de l'espace en quelque sorte. Et on ne fera pas d'hypothèse sur ce qui était avant le Big Bang, parce que là, vraiment, ça ressemble à de la métaphysique. Alors Françoise Combe, évidemment, les gazettes se sont plues il y a 5-6 ans à dire que la question du Big Bang aujourd'hui, elle est très controversée. Et il y a eu une campagne acharnée pour nous dire non, le Big Bang, c'est fini. C'est une théorie qui est aujourd'hui dépassée. Alors c'est plutôt l'inverse, en fait, c'est le Big Bang qui a dépassé les théories d'avant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 5-6 ans, les gazettes ont été si prolixes à ce sujet? J'ai l'impression que cette idée de Big Bang est un peu contre-intuitive. Et donc on a du mal à s'imaginer que l'univers que l'on voit, tout l'horizon autour de nous, pouvait être ramené à vraiment une petite tête d'épingle. Ça, c'est contre l'intuition. Et donc, sans arrêt, il y a des personnes pour dire que le Big Bang n'a pas existé. Mais ce qu'on voit scientifiquement parlant, c'est l'évidence. Plus personne ne remet en cause le Big Bang. On le voit directement. On voit directement dans le rayonnement fossile. On arrive maintenant à remonter le temps avec les télescopes et d'arriver à remonter jusqu'au Big Bang. Donc, il n'y a plus d'échappatoire possible. Je crois qu'on ne peut plus soutenir l'hypothèse inverse. Alors arrivons à l'apparition des premières galaxies, juste après le Big Bang. Alors les scénarios divers ont été obligés d'imaginer une matière noire
une matière noire non définie à ce jour pour expliquer la genèse des premières galaxies. Et en fait, pourquoi est-ce que si rapidement après le Big Bang, on est obligé de penser à cette matière noire, surtout que cette matière noire, si j'ai bien compris, on ne la voit pas, mais on la devine, on l'imagine pour des raisons qui tiennent au problème de gravité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça de façon claire? Voilà. Alors la matière noire, en effet, elle est appelée noire parce qu'elle ne rayonne pas, donc elle est bien noire. Par contre, on la détecte quand même, on sait qu'elle est là par les effets de gravité, c'est-à-dire que la matière visible tourne autour de cette matière noire et on en déduit que la matière noire existe. Donc on sait qu'il y a de la masse, mais on ne la voit pas. Or, il y a plusieurs sortes de matière noire, invisible. Il y a ce qu'on appelle la matière ordinaire, qui est faite de gaz d'hydrogène, très familière. Et il y a quand même beaucoup de gaz d'hydrogène qui est obscur encore, qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est une première matière noire. Et puis il y a une matière noire qui est faite de particules exotiques, donc non ordinaires. Et ça, on est obligé de la supposer pour former les galaxies. Alors pourquoi? Parce que les galaxies se forment par effondrement de gravité, mais elle est un peu contrecarrée par l'expansion qui empêche les particules de se voir et de s'effondrer gravitationnellement. Et donc, ce qui arrive avec la matière ordinaire, c'est qu'au début, l'univers est très très chaud. Dans l'expansion, elle va se refroidir, mais au début, l'univers est tellement chaud que l'univers va être ionisé, le gaz d'hydrogène est ionisé, et les particules ions et électrons ne peuvent pas s'effondrer dans la gravité. Il faut attendre que l'hydrogène soit recombiné en atomes. Et ça arrive trop tard dans l'univers. Donc s'il n'y avait que cette matière ordinaire, on n'arriverait pas à former les galaxies. Aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc il faut absolument de la matière exotique qui n'interagit pas avec les photons, la lumière, pour créer cet effondrement bien avant que la matière ordinaire puisse entrer en lice. Alors en fait, il faut imaginer une matière qu'on ne voit pas, mais dont on détecte la masse. Et on détecte la masse à cause du concept de gravité, si je comprends bien. Exactement. C'est-à-dire que la matière ordinaire la sent par la force de gravité qu'exerce cette matière exotique, mais cette matière exotique n'interagit que par la force gravitationnelle. Alors c'est parce qu'elle est vieille qu'on dit qu'elle est froide? Non, pas du tout. En fait, elle n'est pas vieille. Il y a plusieurs hypothèses. Une matière noire chaude et une matière noire froide. La matière noire chaude ne peut pas marcher. C'est une hypothèse qui avait eu cours il y a quand même 20 ou 30 ans, mais elle ne peut pas marcher parce qu'elle empêche l'effondrement gravitationnel. Donc il faut qu'elle soit froide, et froide veut dire que lorsqu'elle te découple de l'expansion, elle va être non relativiste. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas une vitesse qui est près de la vitesse de la lumière. Elle a une vitesse très petite, c'est pour ça qu'on l'appelle froide. Mais c'est quand même assez loin de notre notion de température. Il y a donc une matière visible, il y a une matière noire invisible ordinaire et une matière noire extraordinaire, alors vous l'avez dit exotique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne rayonne pas, c'est ça. Comme elle ne rayonne pas, c'est la raison pour laquelle on ne la voit pas. Voilà. Parce qu'au fond, elle n'arrive pas à renvoyer les rayons qui feraient qu'on puisse éventuellement la voir. Voilà. En fait, cette matière noire résume un petit peu aussi l'ignorance que nous avons des processus, parce que lorsqu'on a découvert cette matière noire, vers 1930, il y avait Zwicky qui s'est aperçu que les amas de galaxies avaient beaucoup plus de masse qu'ils ne pouvaient en voir. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de matière noire qu'aujourd'hui. Donc il y a de la matière qu'on a détectée depuis, qui était visible, mais cette fois en rayons X. Donc ça a dû attendre les satellites de rayons X qui étaient capables de voir le rayonnement de cette matière. Donc il faut dire que la matière noire a diminué au cours du temps. Mais il en reste énormément puisque la matière visible des galaxies ne correspond qu'à 1% de la matière totale. Françoise Combe, alors on déduit en fait la masse de la matière noire, on déduit ses formes à partir en fait de calculs qu'on fait sur toujours cette question de la gravitation. Voilà, exactement. Alors on peut citer les courbes de rotation. Par exemple, la galaxie, la Voie lactée, est en rotation comme un disque autour du centre. Et donc, d'après la vitesse de rotation, on peut en déduire la masse qui est à l'intérieur. On peut aussi se servir de la déviation des rayons lumineux par la matière. On appelle ça lentille gravitationnelle. Et donc, on déduit la masse de la lentille par la déflexion des rayons lumineux. Donc, on a beaucoup de problèmes de mirage gravitationnel, c'est-à-dire des effets de lentille. Et on en déduit la masse totale de l'univers entre nous et l'élément qui rayonne au loin. Donc c'est une observation un peu particulière que celle qui permet de prendre conscience de ce qu'est effectivement cette matière noire. Et pour ce faire, vous utilisez un accélérateur de particules. Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors l'accélérateur de particules va nous être très utile. En effet, au CERN, il va y avoir le futur LHC. C'est un instrument européen qui va accélérer les particules à beaucoup plus d'énergie. Donc on va pouvoir avoir accès à un certain domaine de masse qu'on n'avait pas eu accès auparavant. Et on va pouvoir tester l'existence de cette matière exotique en particules
dont on ne connaît absolument rien. Donc on fait l'hypothèse que ces particules existent, et cet accélérateur va nous donner la réponse, cette particule existe-t-elle ou non. Donc ça, c'est surtout un premier point. On fait l'hypothèse que la matière noire est faite de ces particules exotiques, mais on n'en a jamais vu la couleur ni les caractéristiques. Donc là, c'est un premier. Mais on ne détecte pas encore la masse de l'univers avec cet accélérateur, et on va bientôt le savoir si ces particules exotiques existent ou non. Alors si le LHC de Genève ne permettait pas de découvrir cette matière noire exotique, qu'est-ce que vous en tiriez comme conséquence? Alors ça, ce serait encore plus intéressant que si l'on découvrait, en fait. Parce qu'en fait, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse que cette matière exotique existe, et ça, c'est l'hypothèse standard qui est suivie par 90% des astronomes. Donc on travaille, on fait des simulations avec l'existence de ces particules. Maintenant, si elle n'existe pas, alors on peut trouver une autre hypothèse, c'est-à-dire que la gravité pourrait être modifiée. On n'aurait plus du tout les mêmes lois. Donc on aurait quelque chose qui étendrait la loi, évidemment, là où cette gravité a été testée et mesurée. Dans le système solaire, rien ne serait changé. Mais à grande distance dans la galaxie, on aurait une gravité plus forte qu'escomptée avec la loi de Newton. Ça permettrait d'éviter le recours à la matière noire exotique et à ces particules. D'une certaine façon, ce serait un dépassement d'Einstein. Voilà. Ce serait une étendue. Enfin, on ne va pas le renier du tout, hein. Il est tout à fait valable à nos échelles, mais ensuite, dans d'autres circonstances, la loi serait modifiée. Alors en fait, on peut dire que les hypothèses dont vous parlez, parce que ce ne sont que des hypothèses, sont soumises à des simulations, au fond, géantes, grâce à cet accélérateur de particules. Alors non, c'est plutôt les simulations numériques sont faites sur les grands ordinateurs. Ah d'accord. Plutôt. Donc là, dans ce domaine, les équipes en France ont beaucoup évolué. On était il y a quelques années encore en retard avec ce qui se faisait au niveau mondial, européen et américain. Et récemment, le CNRS justement s'est doté d'une machine qui est 30 fois plus rapide que la machine précédente, à l'IDRIS, le centre du CNRS. Dans la région parisienne. Dans la région parisienne. Et donc là, on va vraiment faire des progrès énormes dans la simulation numérique de formation des galaxies. Donc on connaît l'état initial de l'univers, le Big Bang, on a pu l'approcher, on a pu l'observer, on connaît les conditions de fluctuation de matière, et donc notre travail est de simuler l'effondrement gravitationnel et de comparer ce qui se passe aujourd'hui. Et la seule inconnue que l'on a dans ces simulations numériques, c'est justement la matière noire, et peut-être aussi l'énergie noire, dont on va peut-être... Alors, est-ce qu'à votre avis, on va reparler après de l'énergie noire, est-ce qu'à votre avis, on aura une meilleure observation, alors que si on va au Chili, est-ce que vous êtes allé au Chili avec cet observatoire extraordinaire qui s'appelle le VLT et qui permet de travailler dans une atmosphère infiniment plus pure, comme vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de cet observatoire ici à Denfert-Rochereau. Est-ce que, de votre point de vue, au Chili, c'est infiniment mieux et qu'est-ce qu'on observe de plus qu'ici? Ah oui, c'est sans comparaison, parce qu'en fait, au Chili, d'abord, on va en altitude, donc c'est assez haut, 2500 mètres, 1000 mètres, et donc il y a beaucoup moins d'atmosphère. L'atmosphère est beaucoup moins turbulente, il n'y a pas de précipitation, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il fasse beau, et là il fait beau la plupart du temps, il doit pleuvoir une fois par an. Donc il y a beaucoup plus de nuits claires, et l'air est beaucoup plus pur, non pollué, il n'y a pas de pollution lumineuse non plus, et puis il y a la turbulence d'atmosphère surtout qui est beaucoup moindre. Évidemment, l'idéal c'est d'aller dans l'espace, mais c'est ce qu'on fait avec le télescope spatial. Donc on met des lunettes sur des satellites? Les télescopes sur les satellites, le télescope Hubble par exemple, dont on connaît beaucoup les images formidables. Et plus tard, on va lancer un télescope spatial de 6 mètres de diamètre qui va faire suite au télescope Hubble. Mais dans l'espace, on peut quand même lancer que des télescopes relativement petits. Donc aujourd'hui, on a 2 mètres de Hubble, le télescope, et puis on a au sol des 10 mètres. Donc au sol, on peut beaucoup plus faire la dispersion de la lumière, donc faire le spectre de la lumière et avoir justement le décalage vers le rouge pour savoir où est la galaxie que l'on observe. Qu'on peut pas, dans l'espace, on fait surtout les images des galaxies avec une très très grande acuité. Donc dans le futur, on aura un futur télescope extrêmement large. Quand vous dites dans le futur, vous voulez dire 2012 ELT? 2015 peut-être. Hein, dans 2012, parlez-moi de ELT, qu'est-ce que c'est ELT? Alors l'ELT, c'est ce qu'on appelle Extremely Large Telescope. Oui. Donc on en a un en Europe, un projet en Europe de 40 mètres de diamètre. Il y a aussi l'équivalent de 30 mètres de diamètre aux États-Unis. Et il sera où celui d'Europe? Alors c'est pas encore tout à fait décidé. Peut-être un site aux Canaries, peut-être au Chili encore, mais il y a quand même des tremblements de terre, donc ça freine un petit peu. Ou alors certains disent au pôle Sud, mais bon, c'est un petit peu tentatif. Alors depuis le Big Bang, on peut dire que ça a continué à bouger, les galaxies les unes par rapport aux autres. Il y a toujours des galaxies en formation, et en conséquence, vous pouvez observer ces galaxies en formation. On dénombre 1 milliard maintenant à peu près de galaxies, c'est ça?
Oh, même plus, même plus. Et alors, donc, il y a la question des étoiles. Expliquez-moi, parce que tout le monde parle des étoiles, et puis on parle des galaxies. Les étoiles viennent après les galaxies. Alors, qu'est-ce que c'est le rapport étoile-galaxie? Voilà, en fait, la galaxie, c'est plutôt l'ensemble d'étoiles. Il faut qu'il y ait eu comme un puits de gravitation, un trou, en quelque sorte, dans l'espace, pour que la matière ordinaire soit précipitée dans ce trou et forme des étoiles. Et ce puits gravitationnel est formé bien avant par la matière exotique. C'est toujours le problème il a fallu cette matière exotique pour former les galaxies bien avant. Donc on sait aujourd'hui qu'on forme les galaxies avant les étoiles, car ces puits de potentiel ont été faits de matière noire exotique, et puis ensuite l'hydrogène, les atomes se sont formés et sont tombés dans ces puits. Donc les étoiles ont pu se former après coup. Mais on sait aujourd'hui que les galaxies sont formées avant les étoiles. Alors donc, cette formation des étoiles, il y en a qui continuent à se former aujourd'hui. Est-ce que par exemple, vous, du vivant de quelqu'un, il y a des étoiles qui n'existaient pas et qu'on peut voir? Dans la Voie lactée, notre propre galaxie, donc, elle n'est pas très active en formation d'étoiles, mais elle forme quand même 2 étoiles par an. Donc dans la vie de quelqu'un, on peut en former un grand nombre. Et des galaxies? Donc plusieurs galaxies sont des flambées de formation d'étoiles, et là on peut en former 100 étoiles par an, dans certaines galaxies qui sont plus actives que la nôtre. Et alors vous avez vu naître des galaxies? Ah oui, ça, les astronomes en voient tous les jours. Et surtout, avant que l'étoile soit née, on voit une condensation de gaz qui est relativement froid. On peut le détecter en radioastronomie, parce que les rayonnements ne sont pas encore visibles, et on la suit dans le domaine longueur d'onde. On la suit d'abord en radioastronomie, puis ensuite elle devient infrarouge et ensuite visible. Donc on peut suivre la formation de l'étoile. Alors Françoise Combe, il y a eu un pic de la formation des étoiles. À un moment, vous n'étiez pas encore tout à fait né, il y a 6 milliards d'années, donc la moitié de ce qui est la moitié de l'histoire de l'univers. Et puis depuis ce pic, ça s'est ralenti. À votre avis, pourquoi? Est-ce que ça va continuer à se ralentir? Oui, certainement, ça va continuer à se ralentir. En fait, le pic, nous l'interprétons comme le moment où se sont formés les amas de galaxies. Donc les structures dans l'univers où on se trouve se forment de façon hiérarchique, c'est-à-dire qu'on forme d'abord des petites galaxies qui vont se fusionner en plus grosses galaxies, etc. Et ensuite arrive l'amas de galaxies, qui est une structure plus grosse. Et ces amas de galaxies se forment à la moitié de l'âge de l'univers. Et à ce moment-là, les galaxies interagissent entre elles, puisqu'elles sont précipitées dans l'amas. Et c'est dans l'interaction de galaxies que se forment les étoiles. On a tous vu des interactions de galaxies avec des queues de marée et des flambées de formation d'étoiles. Et donc c'est au milieu de l'âge de l'univers, à la moitié à peu près de son âge, que se forment toutes ces interactions de galaxies. Et aujourd'hui, l'univers est en expansion, donc il y a de moins en moins d'interactions entre galaxies et de moins en moins de flambées de formation d'étoiles. Est-ce que ça veut dire que dans quelques siècles, dans quelques millénaires, nos successeurs ne verront plus d'étoiles se former? Disons, il va falloir attendre encore 6 milliards d'années, donc c'est nos successeurs très lointains. Mais c'est vrai que tout d'un coup, le calme va apparaître, les galaxies vont s'éteindre peu à peu, vont évoluer de façon passive, les étoiles vont devenir naines blanches et on aura de moins en moins de formation d'étoiles. Ce qui veut dire que vous pensez qu'il y aura une plus grande stabilité de l'univers dans quelques milliards d'années? Oui, c'est ça. Beaucoup plus. Les galaxies vont être un petit peu inactives. Aujourd'hui, on a des galaxies inactives qui sont les galaxies elliptiques. Il n'y a pas de gaz, donc il n'y a pas de nouvelles étoiles qui se forment. Et on pense que c'est vraiment le destin d'une galaxie un peu vieille qui ne forme plus d'étoiles. Alors, je vais vous poser une question absolument insupportable. Est-ce que vous pensez que tout ça, qui bien évidemment coûte de l'argent à la société, je veux dire ce travail d'exploration, de compréhension du monde, très intéressant du point de vue de la compréhension, a une utilité sociale? C'est-à-dire que, bien évidemment, tous nos contemporains sont intéressés de savoir comment notre galaxie fonctionne, comment les galaxies fonctionnent, mais est-ce que tout ça a une utilité pour la société? Ça, c'est une question très difficile, mais je ne suis pas quand même de ceux qui diraient qu'on a des retombées. C'est sûr qu'on a des retombées lorsqu'on observe quelque chose. C'est-à-dire la fabrication des instruments. Par exemple, lorsqu'on a construit des rayons X, enfin des télescopes rayons X, etc., il y en a des scanners, il y en a des... Donc la technique d'observation a beaucoup de retombées dans la vie quotidienne. Mais je dirais que finalement, le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment de la culture. C'est d'augmenter nos connaissances et de savoir comment la galaxie est arrivée, donc connaître nos origines. Donc je dirais que c'est plutôt une motivation culturelle qui nous fait travailler à ça. Alors, je vous pose cette question juste avant une autre, parce que je me suis la supposée à ce moment-là, c'est quand on augmente en fait l'expansion de l'univers avec le temps, alors je suis d'accord avec vous, il faut des milliards d'années, mais quand on augmente l'expansion de l'univers, vient l'hypothèse de l'énergie noire, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors d'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est que l'énergie noire, et est-ce qu'à terme, l'énergie noire, ça peut éventuellement permettre d'envisager des utilisations?
On ne sait pas ce que c'est, hein, l'énergie noire, déjà. Alors, on s'est aperçu qu'elle existait lorsqu'on a fait des études de supernovae, donc des étoiles qui explosent de façon très lointaine. Jusqu'à ces dernières années, jusqu'à une dizaine d'années, on pouvait observer ces supernovae que dans les galaxies proches. Aujourd'hui, on a un télescope plus puissant et on peut l'observer jusqu'au milieu de l'âge de l'univers. Et donc, à ce moment-là, on a des jalons sur la taille de l'univers et sa géométrie à cette époque-là. On s'aperçoit que l'expansion n'est pas décélérée comme on le pensait, mais s'accélère. Et pour s'accélérer, il faut de l'énergie noire. Donc on sait aujourd'hui que dans les 100% de contenu de l'univers, il y a 75%, donc les 3/4, qui sont de l'énergie noire. Donc on est dominé par cette énergie noire. Donc on le sait parce qu'on l'observe, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'un jour, on saura ce que c'est, et peut-être un jour, on saura même l'utiliser? C'est peut-être qu'une constante cosmologique, comme le disait Einstein, qui avait introduit cette constante dans les équations pour intégrer ces équations. Aujourd'hui, les calculs, parce qu'on essaie d'avoir l'énergie, enfin les paramètres cosmologiques de cette énergie, on s'aperçoit que c'est très très proche d'une constante cosmologique. Hélas, parce que certains justement aimeraient trouver cette quintessence ou cinquième élément. Il se peut que ce soit une constante cosmologique ou alors une autre hypothèse, que la gravité soit différente à très très grande échelle, et donc on est peut-être dans cette hypothèse à changer nos lois de gravité. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il existe un autre élément, un cinquième élément qui pourrait nous être utile. Je pense que même s'il existe, il ne va pas être d'une très très grande utilité parce qu'il est très très diffus et très ténu à notre échelle. Il se voit que lorsqu'on intègre sur des milliards d'années-lumière. Merci Françoise Combe.